Bienvenue à Hockey le Magazine encore cette semaine. Alors Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? On parle de fabrication de masques de gardien de but, un art tellement spécial qui fascine les gens, les masques de gardien de but. On va en parler dans quelques minutes. Et j'ai parlé aussi avec Eve Crépeau de Nutrition Sportive. De mon côté, rouler sur la rondelle, c'est super important parce qu'on se donne des lignes de tir. Ouais. Et de plus en plus, il y a des tirs bloqués. Alors, les défenseurs, surtout, doivent réussir à ouvrir ces fameuses lignes de tir. Hockey le Magazine, c'est parti. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. Un des domaines les plus méconnus et mystérieux du monde du hockey, c'est bien celui de la fabrication des masques de gardiens de but. Il y a un couple sur la rive nord de Montréal qui travaille à ce sujet depuis plus de 15 ans maintenant et on vous présente leur histoire dès maintenant. Bien, au début, on peinturait vraiment de tout. On faisait des motos, des murales, des masques de gardiens de but. Tout ce qu'on pouvait peinturer, dans le fond, on le peinturait. Fait que, puis non, j'imaginais jamais que je pouvais faire une carrière justement de tout ça. Je pensais jamais qu'il y avait autant de monde qui faisait peinturer des masques de gardiens de but. C'était des choses que... C'était plus un rêve aussi à la base au début, là, avant de penser faire vraiment une compagnie. Là. Bien, souvent, le client va nous contacter soit par email ou puis il va nous envoyer ses idées en gros, un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Puis à partir de là, on va penser un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire comme design. Mais ça, c'est plus Alexandre souvent qui a les idées, là, justement, côté... Il est plus créatif que moi, tandis que moi, je suis meilleure pour reproduire des portraits ou des personnages, des animaux, ces choses-là. À deux, on réussit à trouver justement qu'est-ce qu'on va faire un peu sur le masque. Après ça, on fait un croquis, on renvoie ça au gardien, puis là, après ça, il peut ajuster si le gardien veut faire des modifications sur le croquis ou tout ça. Et puis si la personne s'ouvre, ben c'est plus facile, on sait plus qu'est-ce qu'il aime. Un peu comme un tatoueur, quand quelqu'un va se faire un tatou, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Mais un coup qu'on a trouvé l'idée, ben là, on travaille. Il y a un échange qui se fait, on enlève ça, on rajoute ça. C'est du design, dans le fond. C'est vraiment ça qu'on carbure. Là. On essaie tout le temps de faire des nouvelles affaires, fait qu'on se pousse à trouver des nouvelles idées. Parce que le masque crée toujours une genre d'histoire aussi. Là, on essaie de pas juste mettre n'importe quoi sur le masque, mais d'essayer d'avoir que le masque ait un ensemble, une histoire à raconter. Ça peut prendre 3 jours comme ça peut prendre 3 semaines, dépendant du temps que toi tu peintures, le nombre d'items qu'il va y avoir sur le masque, les détails. Tous les masques sont en composite, donc si on prendrait une image vraiment au ralenti, on verrait que c'est comme très élastique. Donc nous autres, ça prend des peintures qui vont s'adapter à ça. Donc qu'ils soient rigides, mais en même temps avec une bonne flexibilité, il ne peut pas que ça chip qu'on appelle. Donc c'est important de tout le temps avoir une bonne flexibilité. C'est ça le défi, là. La dureté versus la bonne flexibilité, c'est super important. Là. Puis d'un peintre à l'autre, ça peut changer un peu. Chaque peintre a pas mal ses procédés, mais pour les préparations, je te dirais que c'est assez standardisé. Là. Il y a des étapes à suivre qui reconnaissent. C'est pas dans aucun autre domaine. Là. Et c'est sûr qu'il y a eu la classique hivernale là, qui est avec les Bruins de Boston, c'est le masque de Tuukka Rask qu'on avait peinturé. Puis ça, c'est quelque chose de quand même le fun, parce que justement, ils jouaient contre le Canadien, il y avait comme, c'est les Bruins. C'est sûr qu'il y avait comme un prestige autour de ce match-là. Fait qu'on a été vraiment choyés de pouvoir le faire. Là. Puis c'est ça, c'était justement sur le masque des personnages des Patriotes, là, vu qu'ils jouaient dans leur stade, qu'on avait reproduit sur le masque de Tuukka Rask. C'était l'idée de Rask, justement, et du préposé à l'équipement de Boston. Puis eux autres, ils avaient déjà pensé à toutes leurs idées. Puis après ça, ils étaient arrivés avec leurs suggestions, puis on a fait un croquis, puis on est parti à partir de ça. Il y a aussi le masque qu'on avait fait l'an passé pour Michael McNiven. On avait fait une tuque sur son masque, puis c'est comme tout tricoté, là, chaque maillon par maillon à la main. Fait que ça aussi, c'est un masque spécial là, qui ressort du lot un peu. Ça avait été vraiment long à faire, là. Même en cours de route, je regrettais presque d'avoir fait des aussi petits maillons, mais ça a valu la peine là, à la fin du travail.
On a tout le temps une fierté de voir nos masques à la télévision. On essaie tout le temps de suivre nos gardiens quand ils jouent, quand c'est possible avec les forfaits télé, là. Puis on a tout le temps une émotion quand on voit ça parce que c'est tout le temps une idée qu'on a partie à la base, puis on a travaillé ensemble avec le gardien de but. Puis c'est tout le temps une fierté pour nous autres, là. Parce que c'est ça, nous autres, on se met pas de limite vraiment sur la qualité du design. Il y a des peintres qui vont aller vite. Il y en a d'autres qui vont prendre plus leur temps. Nous autres, on aime mieux faire des choses originaux. À notre question de la semaine, on parle cette semaine du Lightning de Tampa Bay qui, depuis plusieurs années, donne beaucoup de place aux joueurs québécois. Il y en a beaucoup dans l'équipe, notamment avec Julien Brisebois à la tête de la formation. Mais Danny, ça fait plusieurs années que l'attachement entre le Québec et le Lightning existe. En fait, c'est depuis le début. Depuis les tout débuts de l'organisation, on a toujours eu beaucoup de joueurs provenant du Québec. Et parmi ces joueurs-là, il y en a un qui est Jean-Claude Bergeron, c'est un petit gars de Bécomo. Un petit gars de chez nous. D'ailleurs, le premier entraîneur qu'il a eu de gardien, c'est moi. C'est toi, comme entraîneur de gardien? Oui. C'est moi, d'ailleurs, qui avait parlé à l'époque à Shawinigan pour qu'il soit repêché dans le junior. Écoute, il venait de Bécomo, là, il jouait dans le midget B. Alors, il y a eu tout un parcours, puis moi, ça m'a quand même touché de le voir avec le Canadien, de le voir poursuivre sa route et de terminer sa carrière avec le Lightning. Bien, en plus de lui, il y en avait beaucoup d'autres des Québécois avec cette formation en 92-93 lorsque le Lightning est arrivé dans la LNH et on se demande combien il y en avait exactement. Est-ce que c'est A, 9, B, 7 ou C, 6? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de Québécois avaient évolué pour le Lightning de Tampa Bay lors de leur année inaugurale en 92-93. La réponse est A, il y en avait 9, dont Jean-Claude Bergeron, dont tu nous parlais, Danny, avant la pause. Il y en avait une autre en plus. Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est 9 ou c'est 10? Ou... C'est 10 à un certain moment. Bien, à cause de la présence de Manon Réaume en match préparatoire. Donc, quand même, c'était un fait historique. Oui, tout à fait. Pour la Ligue nationale et évidemment pour cette organisation. Et pour le hockey féminin en général. Absolument. On retrouve Ève Crépeau, notre nutritionniste sportive, cette semaine encore une fois pour parler de nutrition sportive. Merci d'être avec nous, Ève. Ça me fait plaisir. Ève, on va parler cette semaine de la répartition des protéines dans une journée parce que c'est un élément qui est important. Les protéines, ça reste, à mon sens, pour un sportif, l'élément qu'on surveille le plus dans une nutrition. Et ce qui est important, le concept global, c'est comment les répartir de la bonne manière dans une journée au complet pour ne pas les avoir tous au même moment. Exactement. En fait, on réalise de plus en plus avec les études que c'est pas le total nécessairement qui compte, mais la répartition dans la journée. C'est-à-dire qu'on a réalisé que typiquement, les gens vont manger un déjeuner qui va être faible en protéines, un dîner qui va être correct en protéines, puis un souper souvent qui va être en extra protéines. OK? Donc, un gros morceau de steak, ou là, je vais en avoir beaucoup trop. Du lait, du saumon. Des trucs comme ça, exactement. Puis, au contraire, mon déjeuner va être souvent faible en protéines. Je sais pas, moi, une toast au beurre d'arachide, banane ou un bol de céréales qui est faible en protéines. Bref. Donc, c'est ça le problème. L'idée, ce serait de mieux répartir dans la journée pour que le corps puisse mieux utiliser les protéines, notamment pour la synthèse musculaire, ce qu'on veut pour quand on est un sportif. Donc, c'est de peut-être trouver des façons d'augmenter les protéines au déjeuner et réduire les portions de protéines au souper. J'aime quasiment mieux qu'un sportif, par exemple, divise son repas en deux, le mange en 2 temps, mais avec des plus petites portions de viande, de poulet, poisson, peu importe, pour mieux bénéficier des protéines qu'il va manger. Parce qu'au fond, en fait, le soir, il va prendre beaucoup de protéines, le sportif, mais le soir, il n'en dépense pas nécessairement tant que ça. C'est vraiment dans la journée qu'il va les avoir dépensées beaucoup. S'il en prend le matin, c'est là qu'il a besoin de protéines pour faire sa journée au complet. Bien, ça va pas autant de j'en mange, je les utilise tout de suite après, mais pour aider le corps à vraiment maximiser sa synthèse musculaire, il faut vraiment que j'en ai tout au long de la journée, je dirais à toutes les 3-4 heures. Donc, le soir, c'est important, mais quand j'en mange, je sais pas moi, 60 grammes, idéalement, je vise 20 à 30 grammes par repas, bien, il y a peut-être la moitié que je ne vais pas utiliser ou qui ne sera pas optimalement utilisée, donc c'est un peu du gaspillage. J'aime vraiment mieux le répartir dans la journée. Bon, je suis sûr que tu me vois arriver avec ma question maintenant. Tu parles de répartir le matin. Comment on fait le matin concrètement pour comment on achète des protéines? Le jeune qui nous écoute et qui dit, bon, parfait, je vais faire le conseil. Comment on l'applique, le conseil? Exactement. Il y a plein de façons d'acheter des protéines au déjeuner. Ça peut être avec du yogourt grec. Un yogourt grec 2 fois plus riche en protéines qu'un yogourt normal. Avec du lait. Il y a des céréales qui sont bien riches en protéines aussi, donc ça peut venir de compenser avec ça. Il y a même des tranches de pain qui sont plus riches en protéines que d'autres. D'acheter des œufs au déjeuner, de se faire un smoothie justement avec du lait, des œufs même dedans, du yogourt grec. Il y a plein de façons comme ça d'aller chercher ici et là des protéines pour avoir un déjeuner qui est quand même bien subsistant.
Et tu parles de smoothie, j'ai envie de te demander, les fameux substituts de protéines, la fameuse protéine en poudre dont on parle, est-ce qu'elle, tu la recommandes dans ce genre de situation-là ou tu préfères qu'on reste dans des protéines vraiment naturelles? Bien, ça pourrait être une façon d'aller chercher des protéines facilement, mais je peux aussi très bien avoir toutes les protéines qu'il me faut avec les aliments. Donc, c'est pas mauvais pour... Mais souvent, pour les jeunes, on va pas recommander de suppléments avant l'âge de 18 ans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études avec cette population-là. Donc, on va vraiment favoriser les aliments. Puis c'est très possible avec des aliments de tous les jours d'atteindre le nombre de protéines. Ça en fait dire qu'on peut prendre de la masse musculaire en bas de 18 ans, même sans utiliser les suppléments protéinés. Ah, 100 absolument. Absolument. C'est sûr que c'est plus difficile de prendre la masse musculaire avant 18 ans parce que la croissance prend beaucoup de l'énergie excédentaire. C'est pas toujours au même âge qu'on a la maturité. Exactement. Pas la maturité, mais la croissance physique qui monte. Tout à fait. Fait que souvent, on va remarquer un gain de masse musculaire une fois que la croissance va être terminée ou proche d'être terminée. Donc, mais c'est sûr à 100 puis même une fois que j'ai fini de grandir, je peux prendre la masse musculaire sans supplément. Ça, c'est sûr. C'est un bon message à passer aussi aux plus vieux. Merci beaucoup. Exactement, ça me fait plaisir. Ici Yann Eagle du Lightning de Tampa Bay. Vous regardez le Hockey, le magazine de RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Alors, Éric, aujourd'hui, on parle de protection, protection des épaules, particulièrement, cage thoracique. Quand même, souvent des préoccupations pour les parents. Ils se disent, quand j'achète des épaulières, je veux m'assurer que mon enfant est bien protégé. Exactement. Donc, la première gamme qu'on a, c'est la famille de protection Bauer Supreme 2S Pro. OK. Quand on dit suprême, on dit amplitude de mouvement. Donc, protection, confort et mobilité vient avec les épaulettes, que ce soit les épaulettes, les coudes, les jambières ou les pantalons. Oui. C'est vraiment le thème de la famille Bauer Supreme. OK. Puis ici, en avant, on semble avoir une composition particulière et ça, c'est pour la protection du sternum. Exactement. C'est un produit qu'on retrouve dans la gamme de patins suprême aussi. C'est du composite curve qui est malléable, très léger, qui protège très bien. Oui, puis c'est important parce que c'est peut-être la zone la plus à risque au niveau du sternum, là, quand on veut protéger la cage thoracique. Le dos. Oui. Souvent, avant, on ne voyait pas ça. Maintenant, c'est beaucoup plus long en arrière et il y a des zones de protection. On ne veut pas ça, là, mais il y a des coups de bâton qui se donnent. Alors, évidemment, c'est pour améliorer la protection au niveau du dos. Ça protège bien le dos. Dépendant de la gamme de prix, il y a toujours une protection. Évidemment qu'un produit de plus haute gamme, la protection est supérieure, mais tu es vraiment bien protégé, que ce soit en avant ou en arrière avec ce produit. Encore une fois, là, au niveau des nylons, des matériaux utilisés, c'est souvent antibactériel, etc., mais il faut toujours quand même les faire sécher. C'est très important. Cette paire d'épaulettes ou d'épaulières, pour être un meilleur français, ici, il y a quand même une caractéristique intéressante, c'est la portion qui attache la capsule au col de l'épaulière. Elle est vraiment très résistante. J'ai remarqué ça tout à l'heure, c'est comme une espèce de nouveau design. Oui, exact. C'est un beau design, mais il y a beaucoup d'ajustements aussi. Donc, à la longueur, peu importe la longueur de ton bras, de tes épaules, ton corps, il y a multiples ajustements, donc qui fait beaucoup, qui crée un certain avantage pour CCM avec la série SuperTac. Parce que là, évidemment, ça veut dire qu'on peut l'acheter pour l'avoir un petit peu plus longtemps, j'imagine, si tu grandis. C'est aussi pour une question de confort. Exactement. Et en avant, je remarquais, comme à l'intérieur, il y a une autre couleur ici. Il semble y avoir deux textures. Donc ça semble être une texture ajoutée pour augmenter le niveau de protection. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que j'ai bien compris le processus? Ça absorbe les chocs. C'est du D3O. Donc, ça absorbe les chocs. C'est comme un genre de caoutchouc un petit peu plus mou, fait pour plusieurs pièces de protection CCM. OK. Donc, il y a une absorption qui te permet de moins ressentir la vélocité du tir, etc. Exact. Et encore une fois, dans le dos, on est quand même... ça semble être un petit peu plus design aussi, un petit peu plus de mordant, c'est plus costaud un petit peu. Chaque compagnie arrive avec des designs différents qui sont tout aussi novateurs et protègent aussi bien. Puis bien que ça paraît gros et
pas ennuyant, mais ça prend beaucoup de place, ça ne diminue pas du tout la mobilité du joueur. En avant aussi, je regarde, il y a une petite bavette ici. Là. Ça, c'est une petite bavette supplémentaire. Tu parlais tout à l'heure d'ajout. Ça, c'en est un autre c'est super intéressant parce que, bon, encore une fois, tu veux que ton joueur ou ton enfant soit protégé le plus adéquatement possible. Donc ça te permet d'aller jusqu'au pantalon, c'est ça? Exactement, ça va jusqu'au pantalon. Puis si tu es plus petit, puis ça rentre dans tes pantalons, tu peux toujours simplement la retirer puis la rajouter plus tard si tu as grandi ou tu veux plus de protection. Ouais, moi, je grandirais plus, c'est fini. Moi non plus. Éric, ça met fin à ce segment pour les épaulettes, mais il reste quand même que nous, il faut souhaiter des joyeuses fêtes, puis qu'on va se revoir, mais dans l'année 2020. Exactement. Joyeuses fêtes, Danny. Joyeuses fêtes, merci. Bonjour, ici Claude Julien. Vous regardez Hockey, le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Alors, Mathieu, l'offensive, des fois, on a parlé la semaine dernière de s'ouvrir des corridors de tir, mais aussi comment on roule sur la rondelle. C'est une technique qui est quand même assez difficile et particulière. Oui, on va utiliser le défenseur opposé. Exemple, la rondelle est dans le coin droit. On ramène la rondelle au défenseur. Là, les deux dernières semaines, on a travaillé sur le travail latéral. Donc, le joueur lui-même se donner des corridors. Mais aussi, on peut travailler avec l'autre défenseur. Où est-ce qu'on fait un changement de point d'attaque? OK. Toute la défensive est d'un côté. On veut changer le point d'attaque pour se permettre d'avoir des angles d'attaque plus favorables. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est vraiment la réception de la rondelle, qui est très importante pour pouvoir que, aussitôt que ma rondelle est réceptionnée par mon bâton, que je sois capable, avec mes hanches, de tourner autour de elle et prendre un lancer. Et non réceptionner, placer ma rondelle et tirer. J'enlève une étape. Parce que tu enlèves l'étape, parce que cette fraction de seconde, c'est le facteur espace-temps. C'est ce qui permet aux défenseurs ou aux joueurs d'avoir l'avantage sur le joueur défensif. Donc, c'est très important que les entraîneurs, lorsqu'on fait ce genre d'exercice, mettent l'accent sur les points essentiels. Sinon, je veux dire, c'est un exercice qui peut, en fait, être une perte de temps. Exactement. Ça a l'air banal, mais c'est excessivement difficile de positionner ta rondelle de la bonne façon du premier coup pour pouvoir tourner autour d'elle. On vous observe. Super. On s'installe. Ça veut dire que ça me prend un défenseur ici entre le point de mise en jeu et le poteau. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas recevoir la rondelle ici. On a déjà notre joueur défensif qui est en plein devant nous autres. En étant un peu plus large, on s'ouvre un corridor de tir, puis on force le joueur à faire un cercle pour venir nous attaquer. La première séquence, on va faire uniquement, c'est réceptionne et tire du poignet. On travaille sur la rapidité d'exécution et essayer de ne pas éloigner la rondelle trop loin en arrière. On tourne sur notre rondelle n'est pas plus loin que notre patin arrière. C'est parti. Maintenant, on va y aller, c'est attrape, laisse la rondelle, prends un lancer frappé. Il faut que le mouvement soit en même temps. Ça veut dire, c'est en réceptionnant ma rondelle, je lève mon bâton et en même temps, je tourne mes patins. Il ne faut pas que ça soit j'arrête, je tourne et je lève. Je combine les deux mouvements en même temps. Parfait. On va aller chercher la rapidité d'exécution. Parfait, ça. Là, la situation qu'on va faire, c'est on a nos joueurs qui sont pris dans le coin, ils ramènent la rondelle à la pointe, on change de point d'attaque. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer le jeu. OK. On va utiliser toute la largeur de la glace. Exactement. On va ralentir le jeu pour pouvoir travailler avec un angle puis permettre à nos attaquants de pouvoir rentrer au filet. Donc là, en même temps, c'est la technique qu'on a travaillé précédemment, où là, tu vas pousser sur la rondelle. Exactement. Et là, on va se servir aussi du momentum de la passe pour s'aider à s'ouvrir. OK, intéressant. Parce que si on arrête la rondelle, là, il faut la tirer, on rajoute une étape. La zone à risque, la zone à éviter, c'est du point de mise en jeu à la bande. Exactement. Il faut être le plus près possible. D'accord. C'est bon? C'est vraiment important d'être en pleine possession de ses moyens lorsqu'il glisse avec la rondelle, lorsqu'il se déplace latéralement, puis ensuite lorsqu'il glisse sur sa position pour un tir au filet.
Mathieu, autre variante, lorsqu'on demande aux défenseurs de glisser parce qu'il n'y a pas de corridor, souvent ça veut dire que là, il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement, généralement, l'enclave se dégage. Donc là, lui, il a une possibilité de refiler la rondelle à un de ses coéquipiers dans l'enclave. Comment tu veux qu'il procède au niveau de la prise d'information? C'est le même principe. Aussitôt que le défenseur va recevoir la rondelle, bien, moi, je me mets en mouvement parce que je le sais que je vais avoir de la pression. J'ai lu la séquence avant. Je reçois la rondelle. Tu as pris ta photo, comme tu dis. Oui, j'ai pris une photo de la glace, où est-ce que l'opposant est. Puis quand je reçois la rondelle, bien, je vais rentrer dans le jeu comme si je voulais aller prendre un lancer. Je regarde ma photo, mais je ne suis pas obligé de regarder à l'endroit où je vais envoyer la rondelle. Parce que si je regarde juste cet endroit-là, je donne l'information à tout le monde. Au gardien précisément. Puis les défenseurs adverses, que je m'en vais travailler sur lui. Fait que souvent, j'ai une vision qui est périphérique. Quand je m'en viens, mais je l'ai vu du coin de l'œil, je peux faire semblant d'aller au filet. Hop, je traverse ma rondelle à lui. Puis là, je vais lui donner du temps et de l'espace. C'est pas juste à moi de l'avoir, c'est aussi d'en donner à mes partenaires de jeu. Intéressant. On vous observe, messieurs. Alors, la technique en soi est assez difficile à exécuter et à reproduire sur une base régulière. Donc, pour les entraîneurs, ne vous gênez pas, travaillez avec ça, avec vos joueurs. La qualité des passes, évidemment, là, on constate aussi qu'il y a plusieurs éléments techniques, une combinaison d'éléments techniques, donc passe, réception, contrôle de rondelle, la tête doit être haute, pardon. Et donc, il y a beaucoup de... On sollicite énormément les joueurs. Mais si vos défenseurs sont capables de glisser sur la ligne bleue de cette façon-là, de travailler adéquatement, bien, c'est sûr que votre offensive va être beaucoup plus efficace en zone adverse. Ah, que c'est riche! Il y avait beaucoup de techniques, beaucoup d'éléments, lecture de jeu, etc. Qu'est-ce qu'on doit retenir des différents ateliers qu'on vient de voir? Bien, le premier qu'on a fait, c'est l'attraper puis tirer rapidement. Ça, c'est vraiment sur à réception de passe. Je réceptionne ma rondelle, je la positionne déjà en mesure de pouvoir tirer et je tourne mes hanches rapidement. On roule sur la rondelle. Exactement. Pour la deuxième étape, c'est le même principe. On réceptionne, mais avec la réception, je m'aide à aller de façon large. Puis après ça, bien, là, j'ai une multitude de jeux que je peux faire. Je peux attaquer le filet, je peux faire une passe, je peux même descendre plus bas, ralentir le jeu, rechanger le point d'attaque. Oui. Là, on commence à être dangereux à la défensive. Donc, on sollicite les défenseurs pour devenir comme les quatrièmes attaquants, en tout cas, être dans l'action complètement. Pour en savoir plus, on vous invite à aller sur rds.ca/Play 360. Alors, c'est déjà terminé pour cette semaine. Jasmin, la semaine prochaine? J'ai rencontré Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Pour une deuxième fois cette saison, on l'avait vu en début de saison également. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pour nous? Entraînement hors glace. Comment on fait pour amener ça sur la glace? Tout ça avec Pierre Allard. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.